Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 13e conférence de contre-intuitif, votre programme de conférence de proximité en ligne. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et pour les autres, vous le savez, contre-intuitif donne la parole à des gens de notre entourage qui souhaitent partager leur expérience auprès d'un public bienveillant et curieux d'apprendre. Ce soir, on reçoit Aubry Mispolès. Bonjour Aubry, qui est un ancien camarade d'école, qui est aujourd'hui formateur en prise de parole, conférencier, comédien et qui est aussi l'auteur du livre Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner sur sa mission de vie. Et il va nous partager donc son parcours et puis les outils qu'il a utilisés pour révéler sa singularité et oser vivre la vie dont il rêvait. Ce à quoi on aspire tous. Juste avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous partager donc, quelques éléments pratiques. Donc ça, déjà, compte tenu du nombre de participants, les micros de tout le monde sont par défaut coupés, c'est vraiment pour éviter tout bruit parasite. Donc si vous avez des questions ou des remarques pendant la conférence, le mieux c'est d'utiliser l'outil discussion que vous avez donc en bas de votre écran. Et on va traiter au cours de la conférence toutes vos questions. Et on va aussi essayer de garder une petite séquence vraiment dédiée à la fin. Si vous souhaitez prendre le micro, vous pouvez utiliser, vous pouvez ouvrir votre micro, de préférence en utilisant l'outil lever la main avant. Ça permettra donc à tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer au fur et à mesure. Et puis enfin, on vous informe juste que la conférence est enregistrée. Donc, vous avez la possibilité de couper également votre vidéo si vous ne souhaitez pas que votre image soit enregistrée. Il n'y a aucun problème. Dernier point, sachez que l'outil qu'on utilise, Zoom, nécessite une licence professionnelle qui est payante. Aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez la possibilité de faire un don, ce qui nous permettra de continuer à faire vivre contre-intuitif dans les meilleures conditions. Donc Anaïs va mettre dans la discussion justement le lien vers la plateforme Tipeee. Et j'en profite pour remercier en particulier celles et ceux qui nous ont déjà aidés au moment de prendre leur place, notamment Anne-Laure, Patricia, Audrey et Julien. Merci beaucoup à vous. On va pouvoir commencer. Déjà, bonjour Aubry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marine. Écoute, merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous d'être là un dimanche soir à 19h. Donc, l'objectif ce soir, comme je disais, c'est que vraiment tous ceux qui vont se retrouver dans ton histoire vont pouvoir repartir avec des clés hyper concrètes pour justement déchaîner leur potentiel. Avant de rentrer dans les détails, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que tu peux un peu te présenter et nous rappeler justement, enfin, nous raconter ce fameux jour où toi, tu as eu ce déclic, où tu t'es dit, il faut que je change de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, comme tu disais, aujourd'hui, maintenant, je vis à Marseille. Je suis formateur en prise de parole en public, conférencier, comédien, et j'ai écrit le livre dont tu as parlé, donc Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie, qui est sorti chez Erol début avril. Et moi, j'ai eu un début, enfin, j'ai eu, je pense, il y a quelques années, un premier déclic. C'était il y a environ 6 ans. En fait, à la base, j'ai toujours été un bon élève. Et donc, j'ai eu un parcours académique assez classique dans le système scolaire français pour les bons élèves. J'ai vu que j'étais bon élève au lycée, j'ai fait une bonne classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré une bonne école de commerce. En école de commerce, enfin, à la fin de mon école de commerce, comme 50% des gens, je crois, j'ai fait du conseil. Et au bout de quelques semaines dans ce cabinet de conseil en stratégie, dans lequel j'étais assez exténué déjà physiquement, parce que je finissais régulièrement au milieu de la nuit. Et j'étais aussi exténué mentalement parce que je me retrouvais pas du tout dans ce que je faisais. Je trouvais aucun sens en fait dans ce que je faisais. J'étais pas du tout épanoui. Les gens qui m'entouraient je sais pas, ne m'inspiraient pas. Ouais. Donc vraiment, j'étais pas bien. Et puis, c'est assez dur parce que c'était mon stage de fin d'études. Donc, Ouais. bon, j'avais déjà fait des stages, mais c'est un peu censé être le moment où on se dit, je vais avoir un CDI, je Ouais. commence ma vie, c'est cool. Et en fait, en fait j'étais hyper mal. Et si bien qu'un matin,
après une nouvelle nuit de sommeil bien trop courte, je suis arrivé devant mon bureau, je me souviens très bien, parce que c'était à Neuilly, genre, je suis sorti du métro, c'était en face du métro, et je me suis dit, ok, non, en fait, je n'ai pas la force d'y Mm. retourner. Et donc là, je suis allé voir un médecin directement. J'ai regardé sur Ouais. Doctolib, je suis allé voir un médecin. Je me suis fait arrêter une semaine. Ok. Et après, il me restait enfin même, ouais, je crois, un mois de stage. J'ai fini mon stage. Ils m'ont fait une offre de CDI parce que Ok. eux, ils étaient quand même satisfaits. Et moi, au final, j'étais en mode bon élève, quoi. Donc, j'avais pas non plus fait Mm. d'acte de rébellion Ouais. majeur. Et donc, voilà, juste, j'ai refusé l'offre de CDI qu'on m'a proposée à ce moment-là. Et ça a été un peu un tournant dans le sens où je me suis vraiment dit, OK, à partir de maintenant, je choisis de ne plus être spectateur de ma vie, mais vraiment d'être Mm. acteur. Et à partir de maintenant, j'essaye de vraiment réfléchir à ce qui me fait vibrer, à quelles sont mes forces, et d'aller vraiment vers ces forces et d'essayer de beaucoup plus suivre mon intuition. Et évidemment, quand on passe, parce que là, du coup, j'ai 30 ans, donc je devrais en avoir 24, quand on passe les 24 premières années de sa vie à pas vraiment s'écouter, finalement, j'ai réappris des outils, on va dire, au fil du chemin, au fil de ces dernières années. Alors, voilà, de toute façon, je suis encore très jeune, donc je continue à apprendre plein de choses, mais déjà, ça a été vraiment le fait d'apprendre à déjà mieux me connaître vraiment, quoi, comprendre quelles sont mes forces, comment je les utilise, quelles sont mes valeurs, comment je fais en sorte d'être dans des environnements où je suis aligné avec mes valeurs. Aussi, en fait, j'ai des émotions, comment ça fonctionne, comment je les écoute, comment j'écoute mon intuition. Ouais. Enfin, voilà, plein de choses que j'ai un peu appris en chemin. Et ça a été un peu le but, enfin même pas un peu, c'est Ouais. vraiment l'objectif de Déchaînez-vous, Mm. c'est de partager ces clés que moi j'ai découvertes et mises en pratique au cours des dernières années. Ouais. Et finalement, ça m'a mené à des changements de vie assez radicaux Mm. et très très positifs. Et puis ça continue, quoi. Là, je vois qu'il y a plein de Ok. choses qui se mettent en place. Et donc, je suis loin du temps où j'étais en costume cravate, Ouais. en train de faire des siestes. Je me rappelle, quoi, je faisais des siestes dans les toilettes de mon lieu de travail. Je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelle les toilettes, quoi, mais ça fait 1 mètre carré. J'étais Mm. allongé, tordu en deux, en costard. Enfin, c'est nul, quoi. Donc, C'est notre époque, quoi. voilà, c'est une autre époque. Et justement, du coup, ce que tu dis, c'est que toi, donc, ça se déclic, tu l'as eu quand même il y a 6 ans. Donc, depuis, en fait, tu as mis en place plein de choses. C'est ça aussi qui va nous intéresser ce soir, c'est que tu nous dises, vraiment, dans ton livre, il y a plein d'outils qui sont cités et que tu puisses un peu nous en parler. Euh, la première étape, un peu, que moi j'avais identifiée, en tout cas en lisant ton livre, sur comment est-ce qu'on fait pour se déchaîner, justement, il y a un peu ce côté révéler son potentiel. Et du coup, tu en as parlé, c'est aussi mieux se connaître. C'est un peu. Alors, ça paraît simple, hein, je veux dire, oui, c'est bon, apprendre à se connaître, ça paraît hyper trivial, et pourtant, c'est. En fait, c'est quelque chose qu'on fait assez peu, auquel on s'intéresse assez peu, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, enfin, de tests de personnalité qu'on peut faire en entreprise. Est-ce que tu peux nous donner justement quelques pistes, toi, enfin, comment tu as fait justement pour apprendre à mieux te connaître? Ouais, tout à fait. Et peut-être aussi, je vais me permettre de Ouais, redéfinir ce que j'appelle par mission de vie, ouais, parce bien que sûr. c'est un Mm. terme qui est assez ésotérique, et donc ça peut un peu questionner parfois. En gros, si je prends vraiment la Mm. définition la plus spirituelle et ésotérique pour moi, c'est la raison pour laquelle on a été mis sur cette terre. Mhm. Et enfin, moi, je reste persuadé que notre âme s'incarne dans notre corps pour une raison. On a des choses à accomplir, peut-être des peurs à dépasser. Et si on est un peu moins spirituel, en gros, moi, la mission de vie, c'est, euh, c'est en fait s'aligner avec sa mission de vie, c'est comment on s'aligne avec son potentiel. Et Ouais. donc, pour ça, c'est comment on va vers ce qui nous fait de plus en plus vibrer, ce qui nous rend de plus en plus vibrants, tout en chemin, en se libérant de ses peurs. Et donc, la mission de vie, il y a plein de façons de l'appeler. Si ce terme, vous, il ne vous convient pas, ça peut être Mm. raison d'être, raison de se lever le matin, le moteur dans l'existence. Les Japonais, ils parlent d'ikigai. Donc, la traduction, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Mm. Et voilà, derrière la mission de vie, pour moi, ça ne se limite pas du tout à l'univers professionnel. Et finalement, c'est intéressant la traduction des Japonais
ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Parce que pour certains, ça va être de profiter de leurs proches. Pour certains, voilà, il y a plein de… On peut mettre plein de choses derrière le terme de mission de vie, plein de réalités. Surtout, ça évolue. Donc, l'idée, c'est pas de se dire waouh, j'ai pas trouvé la définition de ma mission de vie, je passe à côté de ma vie, quoi. Ouais. C'est Pas bien du intéressant ce que tout. tu dis aussi, de se dire que c'est pas que ton métier. Enfin, là, c'est vrai que toi, dans ton histoire, il y a vraiment ce côté. Un jour, je me suis retrouvée, je me suis dit, en fait, ça me va pas du tout le travail dans lequel j'étais. Mais ça décomplexe aussi un petit peu de se dire, là, en fait, tu vas pas nous apprendre à comment trouver le métier qui est fait pour nous. Ça va aussi un peu plus loin que ça. Enfin, c'est pas, on va pas se centrer que là-dessus, quoi. Ouais, bah surtout, c'est important pour moi parce que c'est pas du tout professionnel, parce que moi, Mm, j'étais pas du tout heureux dans mon travail, ça c'est un mm, fait. Mais à côté de ça, dans ma vie personnelle, j'en parle dans mon livre, mais je buvais beaucoup. Enfin, je faisais souvent des soirées arrosées où en gros, je finissais en blackout. mm, J'avais tendance dans ma vie à pas être capable de dire non, donc à voir tout un tas de gens où je sais pas forcément, je partageais pas forcément leurs valeurs. Enfin, en gros, pour moi, ça a été un ensemble de choses ouais. que j'ai remis en place dans ma vie pour, au final, faire des choix dans la vie qui étaient alignés avec mes valeurs, avoir un métier ou des activités qui me plaisent vraiment, voir des gens que j'aime, qui me donnent de l'énergie. Voilà, c'est tout un tas de choses en fait. Mm, mm. Ok. Et alors, est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait, comment, ce que tu as mis en place justement pour réussir à, à retrouver un petit peu de sérénité avec tout ça, sur comment on fait justement pour connaître un peu mieux ses forces, ses valeurs, ses rêves. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui nous écoutent? Ouais, et déjà, je trouve que je sais qu'il y a tout un chapitre dans mon livre où je dis aussi pour moi la mission de vie, je le vois comme une sorte de carrefour, un peu si on faisait trois Mm, cercles entre déjà nos valeurs, mm, nos forces et ce qu'on aime en fait. ouais. Et que finalement, dans notre vie, pour moi, l'idéal, c'est d'être un peu au milieu de ces trois choses, quoi, en permanence. Et déjà, si on parle de nos forces, finalement, c'est pas toujours évident. Moi, j'entends parfois des discours de gens qui, au quotidien, n'utilisent pas leurs forces, veulent toujours améliorer leurs points faibles, etc. Mm, Moi, je reste persuadé que la meilleure façon de se développer, d'être vraiment unique et de révéler son potentiel et sa singularité, c'est de prendre conscience de ses forces, parce qu'on a tous vraiment des forces, on est tous atypiques, et de les utiliser au quotidien. Et donc, par exemple, je peux donner un exercice ou deux déjà pour plus prendre conscience de ses forces et après les utiliser au quotidien. Il y a un exercice dont je parle dans mon livre, c'est de lister 10 succès au cours de notre vie. Donc, quand je parle de succès, voilà, derrière le mot succès, il y a chacun entend ce qu'il veut en fait. Il y a pas de règle. Et on liste ces 10 succès. Et ensuite, on essaye de voir les qualités qu'on a dû mobiliser dans chaque succès. Et en fait, une fois qu'on a fait cette liste de ces 10 ou ça peut être plus ou moins, mais de ces quelques succès, et qu'on voit en fait les qualités qu'on a mobilisées à chaque fois pour arriver à cet objectif, à ce succès, souvent, on se rend compte en fait dans notre vie que ce sont les mêmes qualités qui vont revenir. Et puis souvent, surtout si on a décidé de choisir ce succès, c'est bien que c'est un succès pour nous. Donc, c'est ce vers quoi aussi on a envie de tendre. Et donc, c'est révélateur de quelque chose d'intéressant. Donc là, ça, c'est un exercice que je trouve hyper intéressant. Je donne des exercices dans mon livre, mais par exemple, je sais pas, moi, j'ai un exercice dans le livre, ça peut être, imaginons, mon succès, c'est avoir été le meilleur commercial en termes de chiffre d'affaires au sein d'une équipe de 20 personnes. Là, les qualités, peut-être que ça peut être la force de négociation que j'ai dû utiliser, le fait d'être sociable, euh, le fait d'être rigoureux. Bon, voilà, ça peut être des qualités qu'on peut mobiliser, quoi. Et c'est simple ok. l'exercice à faire. Ok, donc en fait, là, dans ces cas-là, en fait, c'est vraiment issu aussi de tes expériences passées. Enfin, c'est pas juste comme ça, c'est quoi mes forces de manière complètement abstraite. C'est aussi vraiment de repartir de ce qu'on a déjà fait. Et comme ça, vraiment avoir un peu ce regard, on va dire, sur le passé pour justement analyser ce qu'on a déjà fait, quoi. C'est ça que je comprends aussi un petit peu. Ouais, exactement. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cet exercice, il peut être fait à n'importe quel âge et succès, c'est pas du tout que professionnel en fait. Ouais, Je sais pas, si je parle à une petite fille de 10 ans, elle a plein de succès dont elle va me parler.
Et peut-être qu'elle Mm. va me dire, un de mes succès, c'est d'avoir vendu 30 billets de tombola pour mon spectacle de danse de fin d'année. Enfin, du coup, c'est pas de la Ouais. tombola, mais enfin, tu vois, c'est compris. Et bah voilà, peut-être que du coup, les qualités que ça démontre, c'est que bah, elle est très sociable, elle a su, Mm. en effet, elle a su, c'est une bonne négociatrice, Mm. elle sait fédérer un groupe derrière elle. Enfin, en fait, on a plein d'expériences dans notre vie. Toutes les expériences de notre vie, en fait, nous servent et parlent de nous. Ouais. Donc ça, c'est un premier exercice. Et peut-être rapidement, un deuxième exercice qui est Ouais. intéressant, c'est le fait de demander à ses proches. Moi, je sais que j'aime bien cet Ouais. exercice. Surtout, ça ouvre souvent un dialogue qui est assez profond, qui est assez intéressant. Et puis ça, je sais pas, ça renforce les liens avec ses proches, je trouve. C'est de demander à des proches, c'est bien de faire différents groupes, donc par exemple famille, Mm. amis et monde professionnel, et de leur dire, OK, selon toi, quelles sont mes trois qualités principales? Ouais. Et sur chaque qualité, c'est quoi l'exemple que tu peux me Mm. citer pour toi où c'est vraiment une force? Et souvent, on peut être surpris en fait de ce que les gens nous disent. Mm. Et je trouve très intéressant vraiment de demander l'exemple. Parce Ok. que c'est le principe d'une force pour moi en fait. C'est que vu que c'est notre force, c'est naturel. Donc ça ne demande pas d'effort. Et on ne se rend pas forcément compte que quelque Ouais. chose qu'on fait naturel. Tu vois, il y a des gens qui, chaque vacances entre amis, ils vont prendre le rôle de l'organisateur. Et bah, en fait, c'est super précieux d'avoir des gens qui organisent des vacances pour tout le monde. Et peut-être que ces personnes-là, eux, c'est tellement naturel qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une de leurs Ouais. forces. Ouais, complètement. Ok. S'appuyer aussi un peu sur les autres qui peuvent nous voir différemment aussi de comment est-ce que nous, on se voit. Et du coup, il y a autre chose, c'était parce qu'en fait, au-delà du côté assez enfin, cérébral, j'ai envie de dire, vraiment, comme je disais, d'analyser un peu ce qui s'est passé, le côté quand même très factuel, quelque chose aussi dont tu parles dans ton livre, c'est la façon dont on peut aussi se reconnecter à nos émotions. Parce que pour mieux se connaître, il faut aussi un peu s'écouter. Et c'est nos émotions, c'est justement des guides qui sont un peu indispensables, on va dire, pour justement nous permettre de savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Est-ce que justement, toi, tu as des conseils pour réussir à se reconnecter à ses Ouais, mais j'en ai, il y a plein de pratiques. Moi, personnellement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vécu vraiment beaucoup d'années de ma vie sans prendre conscience, en fait, enfin, sans conscientiser mes émotions. Ouais. Et c'est quand j'ai fait un séminaire de communication non violente il y a 3 ans avec un monsieur qui s'appelle Thomas Dansembourg, qui a écrit beaucoup de livres et qui est hyper intéressant, où en fait j'ai repris conscience de toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Et moi, je pense que pour se reconnecter à ses émotions, son corps, déjà, en fait, c'est intéressant d'être capable de les nommer, en fait. Parce que parfois, en fait, moi, à la base, je ne savais pas vraiment c'était quoi les émotions principales. Donc, bon, ça, il y a des listes dans mon livre, etc. Mais en gros, globalement, les émotions principales, c'est un, la joie, 2, la peur, 3, la tristesse, 4, la colère et 5, la surprise. Et aussi d'avoir un vocabulaire qui va avec, en fait. Plutôt que de juste dire, ah, j'ai trop kiffé, ok, mais du coup, comment tu te sentais? Ça, c'est une méthode qui est intéressante, qui est justement basée sur la communication non violente. C'est une méthode qui s'appelle l'auto-empathie. C'est de se dire dans une situation donnée, donc dans n'importe quelle situation, par exemple, je sais pas, quand là, je prends la parole devant vous là, dans cette conférence contre-intuitive, comment je me sens? Bah là, par exemple, je peux dire, OK, je me sens très heureux. Donc là, c'est mon sentiment, je me sens heureux. Et pourquoi? En fait, quel besoin? En fait, derrière tous les sentiments qu'on ressent, la vraie question, c'est la question des besoins, en fait. C'est-à-dire que quels besoins sont nourris si jamais je suis heureux, je suis dans la joie, qui en fait est à la base l'émotion de base. L'émotion de la vie, c'est la joie. On devrait faire que des choses qui nous rendent heureux, en fait. Tout devrait être léger dans la vie. Et en revanche, si jamais j'ai peur, si jamais je suis triste, si jamais je suis en colère, quels besoins ne sont pas nourris? Est-ce que j'ai un besoin de respect qui n'est pas nourri? Est-ce que, je sais pas, j'ai un besoin de communion, de rencontrer des gens, de nature? Quel est mon besoin qui n'est pas nourri? Donc déjà ça, je me suis permis de reparler en fait un peu des sentiments, des besoins, parce que je pense que c'est important. Et après, bon, il y a énormément de méthodes, mais je pense que déjà c'est important de revenir dans son corps. Moi, je réalise que pendant des années, je n'étais pas du tout dans mon corps. La méditation, sans rentrer voilà, dans les détails, il y a de plus en plus d'applications qui existent, Mm. de vidéos.
moi, je sais que je médite beaucoup depuis seulement 2 ans, mais ça m'a pas mal, ça m'a beaucoup aidé. La méditation, ça permet de se reconnecter à son corps, donc à son cœur et donc à son intuition. Donc, c'est un outil qui est assez puissant. Après, même, typiquement, danser, c'est quelque chose qui est assez puissant parce qu'on se reconnecte aussi à notre corps. Et après, se reconnecter à nos émotions. Donc là, parler de ça, répondre à la question comment je me sens, Ouais. bah, en fait, on peut le faire à l'oral. On peut très bien se dire, moi je pense que c'est important plusieurs fois dans sa journée, après qu'il nous soit arrivé quelque chose, ou de se dire, bah, en fait, comment je me sens. Et ça, moi, je le faisais jamais. Enfin, les premières années de ma vie, je le faisais jamais. Et parfois, j'avais un mal-être diffus et parfois même permanent, mais j'arrivais pas à l'expliquer, en fait, comment je me sentais. Et donc, déjà, le dire à l'oral, comment je me sens et pourquoi. Et aussi, comment je me sens, on peut l'écrire. Il y a des gens qui passent beaucoup par l'écrit. Enfin, je sais que moi, j'aime bien aussi, c'est assez cathartique. Donc, bah, déjà, de se poser, comment je me sens, quoi. Et d'écrire, je me sens comment, et d'écrire là-dessus. Je vois qu'il y a une question dans le chat, je me permets de t'interrompre du coup, Ouais, qui est comment passer de la reconnaissance de ses points forts succès et les appliquer à sa vie professionnelle. ouais. Donc, ça, en fait, une fois qu'on a identifié ça, comment est-ce qu'on peut transposer ça dans sa vie professionnelle, si j'ai Ouais, bien compris. bah du coup c'est vrai que c'est une vaste question, mais en gros bah, je pense que une fois qu'on a identifié ses forces, enfin, il y a plusieurs approches, mais la première ça peut être ok j'ai identifié mes forces, quels sont les métiers qui correspondent à mes forces? Donc je sais pas, enfin moi si je prends moi mon expérience personnelle, vite j'ai pris conscience que mes forces c'était que j'étais sociable, que j'aimais bien prendre la parole en public, que j'aimais bien négocier, que j'aimais bien porter des convictions. Donc, il y a des métiers qui sont apparus, que ce soit conférencier, comédien, finalement les métiers que je fais aujourd'hui, mais que je ne faisais pas du tout à l'époque. Donc, une fois qu'on a identifié des métiers, après, c'est vraiment bah, comment je me mets en chemin pour aller vers ces métiers. Et donc là, bon, c'est encore d'autres clés et il y a encore tout un chemin de comment je me mets en action. Je pense qu'on en reparlera après. Oui. Mais je pense que déjà, à chaque force correspondent des métiers. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ça peut être aussi de se dire dans le métier qu'on fait actuellement. Et ça, moi, c'est un truc que j'essayais beaucoup de faire quand j'étais manager avant, de me dire en fait, les gens de mon équipe, c'est quoi leurs forces et comment du coup je peux faire en sorte de leur donner des missions qui correspondent à leurs forces. Et donc en gros, de se dire, bah, je sais pas, moi, peut-être dans mon métier de tous les jours, en fait, je fais des tâches où j'utilise pas mes forces, alors que je pourrais en fait faire dans le même métier, je pourrais pousser plus de tâches où j'utilise mes forces. Et Ouais. ça, je pense que c'est intéressant de se dire ça en fait. C'est quoi l'attribution de mes tâches à l'heure actuelle? Quelles sont celles qui correspondent à mes forces? Est-ce que je peux les pousser plus ou pas et comment quoi? Ouais. C'est bien intéressant ce que tu dis, dans le sens où c'est aussi te dire, s'appuyer sur ses forces. Enfin, c'est pas forcément te dire, ok, je vais complètement changer, etc. Peut-être Mm. déjà dans ton métier actuel, en fait, c'est quoi les trucs que j'aime bien et essayer parfois, enfin, parfois il y a juste un tout petit réglage à faire qui peut en fait, beaucoup changer sans forcément faire des grandes transformations. Du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est, on parlait des émotions, te dire se reconnecter à soi-même. Je trouve qu'il y a aussi un peu cette notion de se réconcilier avec soi-même. Et une fois qu'on a fait justement tout ce travail de bah, comprendre vraiment qui on est, s'écouter, etc. euh, et ça aussi, c'est quelque chose dont tu parles dans le livre que je trouve très intéressant, c'est comment est-ce que tu fais aussi pour finalement t'aimer. Je trouve que c'est aussi un peu cette notion aussi de se réconcilier, c'est ça, et restaurer son estime de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette notion d'apprendre à s'aimer? Ouais. Bah, bon, c'est une vaste notion parce que je pense que on a tous vécu, enfin ou peut-être pas, et tant mieux, mais on est quand même beaucoup à avoir vécu des traumatismes dans notre vie. C'est un fait. Et je pense que du coup, on a aussi tous beaucoup de peur. Et je pense que cette question, je pense que peut-être que déjà le fait de guérir ces traumatismes, de guérir ces peurs, ça peut prendre, pour certaines personnes, ça prend des années. Parce que je sais pas, en fait, enfin, si demain un de mes parents décède, ça va pas me prendre, c'est pas en 3 jours avec une méthode miracle que ma tristesse va partir et que je vais retrouver le goût de la vie et que je vais être heureux. Donc moi quand même, bah, là du coup j'anticipe un peu, enfin, après je vais répondre vraiment sur la confiance en soi, mais quand même ce que je pense que c'est important, c'est que
il y a plein de méthodes, enfin, on peut partager plein de méthodes, c'est un peu le but de mon livre. Après, je pense que c'est aussi intéressant parfois d'être accompagné. Et Ouais. enfin, moi, je sais que personnellement, je suis allé voir énormément de thérapeutes dans ma vie. Enfin, quand j'étais en prépa, je suis allé voir une sophrologue pendant un moment parce que j'étais très stressé. Quand j'étais à Paris, je suis allé voir une psy pendant 3 ans. Là, aujourd'hui, je vais voir par exemple une kinésiologue. Enfin, je pense qu'en fonction de ce qu'on a à traiter dans sa vie, d'une peur qu'on peut avoir qui est trop ancrée, d'un traumatisme qu'on a vécu. Parce qu'il y a des traumatismes à un moment qui sont quasiment impossibles à régler sans l'aide d'un thérapeute. Et il y a plein de méthodes qui existent, dont je parle dans mon livre, que ce soit, par exemple, il y a l'Emotional Freedom Technique, le FT, il y a l'hypnose, c'est assez puissant. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que déjà, parfois, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir une personne extérieur qui est vraiment spécialisé dans le domaine pour parler d'une problématique précise. Et je pense que si, déjà, la première chose, je sais pas, on a une problématique qui vient. Moi, déjà, je crois beaucoup en notre pouvoir, de notre intuition. Et si on se Mm. dit, je sais pas, je sens que je m'aime pas, ou je sens que j'ai peur de ça, ou j'ai un problème avec l'alcool, ou j'ai je sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, on s'en fiche de ce que les autres nous disent. C'est intéressant déjà de partir sur cette piste et d'aller voir et de chercher un thérapeute pour un peu déjà cheminer sur ça. Parce qu'en fait, moi, ce dont je me rends compte là au cours des dernières années, c'est que en permanence, je prends conscience de nouvelles choses, j'ai l'impression de guérir de certaines choses, et en fait, je vais de plus en plus profondément dans la Ouais. connaissance de moi, et il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et voilà, c'est un chemin qui prend du temps, quoi. Ouais. Et bon, après, bon, là, c'était un peu une parenthèse un peu longue, mais après, sur la confiance en soi, il y a, il y a plein de choses. Si tu veux, je vais peut-être citer des choses pour moi Ouais. qui peuvent être intéressantes et je les cite et après, si tu veux, tu me dis si tu veux entrer dans les détails. Ok, De... comme ça, vous pouvez nous dire justement dans la conversation s'il y a des choses Voilà. qui vous parlent ou sur lesquelles vous avez envie qu'on creuse un petit peu Voilà, parce qu'il y a plein, ensemble. plein de clés et pour moi, la Mm. confiance en soi, c'est tellement large. En gros, moi, déjà, je me dis, gagner confiance en soi, ça passe aussi, bon, ça passe par soi. Donc, se dire qu'on utilise ses forces au quotidien et donc, bah, trouver ses forces, utiliser ses forces au quotidien. Je suis persuadé que plus on utilise nos forces, plus on gagne confiance en soi. En fait, et il y a aussi cette idée dont je parle beaucoup dans mon livre de se mettre en action, mais en fait, dans n'importe quel domaine de la vie, c'est pas forcément être entrepreneur et créer sa boîte. Parce qu'on peut travailler en entreprise et quand même être entrepreneur, mener des projets. Et en fait, moi, je me rends compte dernièrement, en menant plusieurs projets en parallèle qui partent de moi, que ça me fait déjà beaucoup gagner en confiance. C'est quand même très valorisant. Et déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est aussi d'être. Enfin, les personnes qui nous entourent, je pense que c'est crucial. Donc, être entouré vraiment de gens qui nous aiment profondément, quoi qu'on fasse, qui nous donnent de l'énergie. Et bon, ça, j'ai un exercice, on pourra en reparler, mais pour parfois, justement, essayer de passer moins de temps avec des gens qui, au contraire, nous prennent de l'énergie, nous encouragent pas. Moi, ça a été beaucoup. Quand on est dans les phases de changement, c'est hyper compliqué d'être entouré de gens où on a l'impression enfin, on a l'impression où on est jugé, quoi. Parce que c'est horrible. Je sais pas, si on décide de faire des vidéos sur YouTube parce qu'on a envie de parler d'un projet, si en fait on a tel ami qui se fout de notre gueule en nous disant je sais pas quoi, bah c'est sympa, mais nous on est forcément déjà anxieux parce qu'on fait ça et c'est nouveau. Si en plus on se fiche de nous, ça va pas nous aider, quoi. Donc être entouré de gens bienveillants, c'est important. Ouais. Et après, bon, il y a plein de. Je pense qu'une troisième chose, c'est vraiment. Je pense que les mots qu'on met dans la matière sont hyper importants. C'est pour ça, moi, que aussi je suis formateur en prise de parole en public, c'est que je pense que nos mots, en fait, créent quand même notre réalité, enfin, nos pensées et nos Mm. mots. Donc, déjà, la première chose que je constate quand même beaucoup, c'est d'essayer de jamais, jamais, jamais se dévaloriser, en fait. Moi, je me rends compte, les gens se dévalorisent très souvent dans mes formations en prise de parole. On a tendance à se dévaloriser ou à avoir plein de croyances limitantes ou à se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense que c'est hyper important de jamais, jamais se dévaloriser. Et peut-être que ça va ensemble, mais pour moi, ne pas se dévaloriser, c'est aussi en fait ne pas se comparer. Parce que quand en fait on commence à se comparer, on... c'est comme si un peu on remettait notre pouvoir dans les mains d'autres personnes. Et moi, je reste persuadé, et je m'en rends compte vraiment en avançant et en menant mes propres projets, qu'en fait, notre source, enfin notre moteur dans notre vie, ça doit être
la réalisation de nos propres projets, quoi. Et si c'est la comparaison avec les projets d'autres personnes et que du coup, on modifie nos projets en fonction des autres, c'est qu'il y a un problème. Et aussi, je reste persuadé, c'est un peu l'accord Toltec que votre parole soit impeccable. Ça, je reste persuadé que le fait que j'ai beaucoup fait par le passé, hein, mais le fait de critiquer les autres, de juger les autres, en fait, ça dénote globalement d'un grand manque de confiance en soi. Parce que si on est aligné avec ce qu'on fait, on n'a pas de raison de critiquer les autres, en fait. Et souvent, on observe que les gens qui critiquent autour de nous, c'est qu'à un moment, ils sont pas heureux, ils n'ont pas confiance en eux. Et plus on critique les autres, en fait, plus on se met dans une énergie négative. Et le jour où on commence à vraiment s'aimer, bah, moi, je m'en suis rendu compte, en tout cas personnellement, j'ai quasiment complètement arrêté de critiquer les gens, en fait. Et en fait, ça ne Ouais, m'intéresse plus, quoi. ouais. Super intéressant. Et ça me, du coup, si tu me permets, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que là, tu parles beaucoup quand même aussi de nos rapports avec les autres. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant de se dire qu'une fois qu'on a fait aussi un travail sur soi, bah, en fait, on n'est pas tout seul dans le monde, il y a les autres autour. Et ce que les gens vont nous renvoyer, c'est aussi hyper important et ça peut vraiment nous faire basculer dans un sens comme dans l'autre. Et justement, sur la façon dont on va se comporter avec les autres, tu as parlé au début de la CNV. C'est peut-être pas quelque chose que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu, assez, enfin rapidement sans rentrer dans les détails, mais en gros en quoi ça consiste et en quoi ça peut justement nous permettre un peu de pacifier les relations qu'on peut avoir avec les autres personnes? Ouais, tout à fait. Et ouais, et je rebondis aussi sur ce que tu dis. En effet, finalement, c'est bien de travailler sur soi et c'est important. Mais en fait, enfin, dans la vie, on est en permanence en interaction avec les autres. Mm. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé à un moment quand j'écrivais mon livre, je méditais beaucoup. C'est qu'à un moment, je me prenais pour un grand moine tibétain. Mais en fait, c'est sympa. Enfin, presque. Presque, c'est pas compliqué de passer 15 heures par jour à méditer tout seul. En fait, ce qui est Ouais. compliqué, c'est d'avoir des relations apaisées et d'amour avec n'importe qui. Et ça, c'est dur en fait. Et le jour où on n'a plus d'animosité envers personne et où on arrive à être à l'aise et apaisé dans n'importe quel cercle, dans n'importe quel milieu, dans un milieu familial ou comme ça, ou quand une charge émotionnelle est forte, là, on peut se dire, OK, je suis vraiment devenu quelqu'un de spirituel, quoi. Et donc, ouais, pour parler de la communication non violente, bon, je peux parler peut-être du process. Donc, en fait, c'est un peu en 4 étapes. Bon, ça peut faire un peu schématique, mais ça donne, c'est quand même hyper intéressant comme méthode. C'est vraiment, donc, on parle de l'observation. Donc, observation des faits. Ensuite, 2, c'est les sentiments. Quels sont les sentiments que ça me provoque? B, c'est les besoins qui sont nourris ou pas. Et D, c'est la demande que je me fais à moi ou aux autres. Ok. Bon, là, je vais vous faire un exemple concret parce que sinon, ça va paraître très opaque. Par exemple, c'est une interaction qui peut arriver très régulièrement dans la vie. Je suis chez moi un samedi soir à minuit. J'ai envie de dormir, je suis fatigué, j'ai besoin de sommeil, j'ai eu une semaine compliquée. Et là, j'entends des énormes basses au-dessus de chez moi et je réalise que mes voisins du haut ont prévu de faire une rave party jusqu'à 5 heures, quoi. Et donc là, c'est comment j'utilise cette méthode pour aller communiquer de manière apaisée. Donc, si je vous donne un exemple de l'interaction que je pourrais avoir avec mon voisin, en sachant qu'après, au bout d'un moment, évidemment, là je le dis de manière schématique, mais le but après c'est un peu d'arrondir une fois qu'on a compris le principe. C'est par exemple, tu vas voir ton voisin, tu lui fais bon, salut voisin, écoute, quand tu mets, en gros, observation des faits, donc quand tu mets ta musique, enfin quand j'entends ta musique là aussi fort alors que j'essaye de dormir, un, donc, c'est les sentiments que ça me provoque. Écoute, je sais pas comment, ça dépend comment vous êtes, mais ça peut être, je suis énervé. En fait, on peut dire qu'on est énervé sans en fait insulter les gens. Je suis énervé, donc je suis énervé parce que mes besoins qui sont pas nourris, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de repos. Je suis exténué, j'ai eu une semaine très compliquée. La demande, est-ce que tu peux, s'il te plaît, baisser un peu ta musique, quoi. Mm. Voilà. Et ça.
en fait, on s'en rend compte que c'est pas du tout évident d'avoir cette interaction. Et, et moi, personnellement, j'ai mis du temps à en avoir ce type d'interaction. Maintenant que je le fais, ça me semble évident. Mais je me rappelle d'une fois, il y a quelques années, où j'avais carrément balancé un œuf sur la verrière genre d'un voisin, juste en mode, bah, c'est bon, il va comprendre que du coup, il faut qu'il se taise, Ouais. quoi. Et en fait, c'est marrant parce que rétrospectivement, cet acte, je me dis, Ouais. il est absurde. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a énormément d'actes de ce genre. Enfin, l'année Bien dernière, moi, sûr. il y avait pareil, il y avait une teuf chez mes voisins, donc bah, je suis allé un peu les calmer avec cette méthode. Mais avant, j'ai entendu ma voisine qui a commencé à hurler, genre cachée derrière sa fenêtre, en mode, c'est pas bientôt fini votre musique de merde, machin. Mm. Et du coup, bah, en fait, c'est juste que voilà, le problème, c'est qu'on se retrouve tous un peu dans nos schémas, dans nos peurs, mais on se sent encore plus mal en fait. Moi, ma Ouais. voisine, derrière, une fois que tu as dit ça, que tu es caché derrière ta fenêtre, que t'as pas porté ta voix, bah, Mm. c'est horrible en fait. Parce que Ouais, ouais, t'es ça. caché derrière Ouais. ton volet, t'es trop mal. Ouais. En fait, l'idée, c'est même pas forcément, enfin, c'est même pas de la négociation dans le sens où je veux à la fin absolument obtenir ce que je veux. C'est aussi juste de se dire, effectivement, comment est-ce que moi, ça me fait me sentir aussi, tu prends l'exemple de ta voisine hein, ou de jeter un œuf, bah ouais, peut-être que sur le coup, ça te soulage, mais en fait, tu te sens encore plus mal. Enfin, Mm, c'est aussi enfin, je me dis, il y a une question de respect envers les autres, mais aussi une question de respect aussi envers soi-même, exactement. euh, de ce point de vue-là, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et ouais, c'est pour ça que finalement cette méthode, si on veut, elle est assez puissante, mais au final, la méthode, enfin, ce qui se passe de manière sous-jacente derrière cette méthode, c'est de se dire comment en fait je parle de moi. Et je pense que Mm, c'est primordial dans la vie en fait. C'est comment je parle de moi, ce que je ressens et ce qui m'arrive. Parce qu'en fait, on a le droit de tout dire. Et donc, c'est intéressant parce que c'est aussi savoir dire non. J'ai un chapitre dans mon livre. En fait, ouais. on peut dire ce qu'on veut à partir du moment où juste, en fait, personne ne peut rien nous reprocher. À partir du moment où on explique que c'est nous comment on fonctionne en fait. Et c'est un peu éviter justement de passer sur le tu. Parce que très Mm, vite, moi avant, j'avais tendance à toujours, par exemple, je sais pas, je me disputais avec ma copine, ça part direct en mode écoute, tu me casses les couilles, t'es relou, tu mm, fonctionnes toujours comme ça. Enfin, boum. En gros, on mm. repart dans des schémas et où en fait, c'est évidemment un frein à une vraie discussion apaisée parce que, enfin, même moi, si on me dit ah, t'es chiant, t'es toujours pareil et tout, en fait, ça cristallise des tensions et on commence à s'énerver. Alors que si on Ouais, dit, écoute, mon ouais, je amour, vois. quand tu me dis ça, bah, genre, juste, je suis tendu parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de respect et quand tu fais ça, j'ai pas l'impression que tu me respectes. Donc, est-ce que tu peux arrêter de le faire? Bah, on peut le dire de manière un peu énervée si on veut, mais Mm, déjà, on n'a pas été en train de balancer des tus un peu assassins, quoi. ouais, ok. Et sur cette Marie, notion, alors, Amanda, est-ce que je voulais poser une question oui, là-dessus, oui, si c'est OK, vas-y, si on Amanda. peut intervenir. Oui, bien sûr, vas-y. Euh, Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je Ouais, suis dans la rue, et je rentre vite ouais, chez moi ouais. pour écouter la conférence au Si, calme. si, on t'entend. Euh, j'ai une question là-dessus parce que moi, du coup, je connais un petit peu ces étapes CNV que j'essaye d'appliquer aussi. Mais ce que je constate, c'est que ceux qui les connaissent pas ou qui savent pas, enfin du coup qui savent pas comment les appliquer, qui ont tendance à s'énerver facilement ou crier facilement ou monter rapidement dans les tours, cette méthode elle marche pas avec ces gens-là parce que tu as beau exprimer tes besoins, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'exemple des voisins. Je suis pas certaine dans la réalité des choses que quand tu dis à tes voisins, bah, j'ai passé une semaine compliquée, j'aurais besoin d'un peu de calme pour dormir, que ça dissuade tes voisins de continuer à faire leur rave party. Mm. et, je, et par exemple, tu vois, je pense à ma famille, surtout avec qui j'ai beaucoup de difficultés de communication, où j'ai beau leur dire les choses calmement, leur dire bah, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai pas l'impression que ça pacifie la discussion et souvent les gens, ça les agace aussi que tu restes calme, que tu exprimes ton besoin. J'ai pas l'impression que les gens soient toujours réceptifs à cette méthode non plus, tu vois. C'est Bah, Ouais, il y a selon un peu les des personnes limites. que tu as en face de toi, je trouve que ça marche pas toujours. ouais, du coup, je vais reprendre tes deux exemples. Et quelquefois, en haussant le ton avec ces personnes-là, c'est là que les personnes prennent peur et où ça marche, en Mm. fait. C'est un peu contradictoire, mais Ouais, alors, je je trouve vois ce pas que que tu veux ça dire. marche avec tout le monde, cette méthode-là. En fait, encore une fois, on peut utiliser cette méthode en étant très ferme et énervé, tu vois. Mais l'idée, c'est que typiquement, moi, mes voisins, je sais pas, l'année dernière, je pense, en gros, je peux mettre un énorme coup de pression à mes voisins en utilisant cette méthode, tu vois, et en étant plutôt énervé. Mais moi, franchement, je me rends compte que ça marche quand même vraiment parce que, bon, déjà, souvent, tu vois, si par exemple, s'ils mettent leur musique
ils peuvent la baisser un peu. Et ensuite, après, c'est aussi comment tu évolues dans la discussion. Parce qu'évidemment, là, c'est une méthode qui est très figée. Mais après, derrière, quel compromis tu trouves? Moi, en l'occurrence, les voisins, ça peut être OK, bah, juste en fait, vous arrêtez de fumer à la fenêtre. Donc, vous éteignez, vous fermez vos fenêtres. Et après, en soi, les voisins font la fête. Moi, juste, je leur dis, bah, écoutez, si je vais les revoir 2 fois, je leur dis, bah, maintenant, du coup, j'appelle la police. Juste, je vous aurais prévenu. Mais en fait, c'est la technique, c'est comme tout. C'est comment tu commences par la méthode où tu es le plus respectueux et où tu escalades le moins je sais pas comment dire, où tu escalades le moins. Mais si le truc final, c'est d'appeler la police, bah, tu appelles la police, tu vois. Mais juste, tu les as prévenus et avant, tu es passé par les étapes un peu plus modérées. Et après, en famille, en fait, encore une fois, si les gens, il y a plein de solutions. Si les gens, enfin, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que je pense qu'on a tous des climats où parfois ça part dans les tours. Je pense que souvent ça peut énerver les gens si aussi on l'applique de manière un petit peu trop, tu sais, un peu trop scolaire. Donc c'est après quand de plus en plus quand on est à l'aise, moi je me rendais compte au début quand je l'appliquais un peu comme ça tendait les gens. Mais je suis d'accord. Ouais, c'est exactement ça que je sous-entendais. C'est que j'ai Voilà, l'impression que ça tend les gens encore plus quand tu prends ce ton très pacifiste. Très, mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves, je t'exprime mon besoin. Les gens sont là, ça va, arrête avec ton char là. mais justement, Alors, c'est faut vrai qu'il y pas a dire certaines ça. personnes que ça agace. Oui, mais du coup, en disant je comprends pas pourquoi tu t'énerves, tu vois, cette phrase, typiquement, faut pas la dire. Parce que là, tu es typiquement en train de dire entre guillemets, de dire un tu. Tu vois, en fait, le truc de la CNV, c'est de jamais rien supposer et de jamais parler de l'autre. Mais tu peux très bien dire, écoute, moi, je sais pas, par exemple, tu as une discussion avec ton père ou je sais pas qui te fait qui te parle de je sais pas quel homme politique, ça te saoule. Tu peux lui dire, écoute, moi, quand tu dis ça, euh, et après, en fait, l'idée, c'est aussi de la CNV, c'est d'utiliser de manière, tu vois, c'est revenir sur soi et dire pourquoi tu n'es pas content sans faire tes étapes, tu vois. Mais en fait, en restant sur soi et jamais en agressant l'autre, genre, jamais en utilisant aussi des raccourcis du langage, genre, tu dis toujours la même chose, tu machin. En fait, c'est aussi le tu qui tend. Et après, franchement, si les autres s'énervent et que tu es resté calme, juste, moi, je pense qu'il faut juste, soit tu quittes la discussion, parce que maintenant, moi, je me rends Ouais. compte, il y a plein de discussions juste que j'arrête d'avoir, en fait. Parce que juste, je sais que les personnes en face de moi ne sont pas capables d'échanger. Donc, je ne discute pas avec ces gens-là, en fait. Il y a des gens pour qui c'est identitaire de limite. Il y a des gens, ça leur fait plaisir, en fait. Limite, c'est une façon de créer un lien que de s'exciter et de dire les mêmes rengaines politiques qu'on connaît. Mais en fait, fine, une fois que telle personne de ta famille t'a expliqué 20 fois les mêmes théories et qu'à chaque fois que tu répètes, enfin, que tu appuies sur un bouton, elle te répète la même chose, bah juste moi j'arrête de discuter, tu vois. Et Ouais. après, et si ça pousse trop, juste il y a des gens moi que je vois plus, tu vois. Mm. Moi, juste, j'aimerais bien, parce qu'il va nous rester 10 minutes. Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aurais bien aimé qu'on parle pour finir. Il y avait, en fait, ce que tu viens de dire, le fait de aussi parfois oser couper les ponts et aussi dire non, enfin, arrêter peut-être de voir certaines personnes. Tu en avais parlé un peu au début. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être aussi assez intéressant. Et puis, après, c'est ça, il y avait aussi cette idée de comment est-ce qu'on se met en mouvement. Je ne sais pas si tu peux nous parler au moins d'une de ces deux choses pour finir dans les 10 minutes qui nous restent. Ouais, avec plaisir. Et bah écoute, et juste Amanda, ça répond à un peu à à tes points ou pas? Alors, je suis dans l'ascenseur, j'espère que vous m'entendrez bien. Oui, 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 complètement. Après, Voilà. c'est Voilà, vrai qu'au cas tu par nous cas, il faut diras, toujours tu nous s'adapter diras aussi Amanda à la personne dans qu'on le est. chat si Cool, ça merci. t'a si Après, ça te encore une gêne. fois, Ouais, je vous c'est dirai une si les méthode. relations se sont pacifiées dans les dîners de famille. Voilà. Ok. Mais après, en fait, c'est une méthode. Il y a beaucoup de choses dont on parle, que je partage dans mon livre, des exercices, etc. C'est des outils, c'est des méthodes. Après, à un moment, faut rentrer dans l'arène de la vie. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a quand même des petites choses qu'il est important de garder en tête. Et typiquement, le fait de ne pas balancer des tues assassins, Mm. c'est assez intéressant, quoi. D'écouter l'autre et au pire de quitter la conversation, c'est pas mal, quoi. Et Marine, pour répondre à ta Mm. question, écoute, je sais pas, apprendre à dire Ouais. non ou parler de la peur. La Mm. peur, c'est quelque chose que je Ouais. trouve Bah, intéressant aussi. Toi, ouais, ta voilà, bah peur? écoute, je propose qu'on termine là-dessus, comme ça nous permet vraiment de se dire, ça répondra peut-être aussi un peu à la question qu'on a eue tout à l'heure, de dire une fois qu'on a fait tout ça, comment est-ce qu'on se met aussi en action. Et je pense que ça peut être pas mal que tu nous parles un peu de ça, justement, de cette mise en action. Ouais, et bah ouais, bah alors écoute, déjà, c'est vrai que j'ai créé un concept, donc je suis très content, c'est le concept des peurs positives par Mm. rapport aux peurs négatives. Donc parfois on entend des gens qui disent ah, faut s'affranchir de ses peurs, faut affronter ses peurs et tout. Bon, ça je suis d'accord,
Mais moi, je pense que, en fait, moi, je me rends compte que je pense que toute ma vie, j'aurais peur. Et en fait, tant mieux. Tant mieux. Mais la question, c'est de voir quelles sont les peurs qui me servent et quelles sont les peurs qui sont positives. Et donc, je pense qu'il y a des peurs qui sont positives. Et une peur positive, pour moi, c'est une peur qui est créée par un stress qui est positif. Donc, c'est quelque chose d'excitant, c'est un challenge, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais on a peur. On ne se sent pas capable. Je vais citer plusieurs exemples. Par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai peur parce que j'ai peur qu'il y ait trop de critiques négatives, j'ai peur que personne ne le lise, j'ai peur de jamais être édité. Bon, voilà. J'ai envie de faire du théâtre, mais j'ai peur que les gens se moquent de moi. J'ai envie de faire du piano, mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que je suis trop vieux et que finalement je progresserai jamais. J'ai envie de faire cette conférence, mais j'ai peur parce que je ne me sens pas légitime. En fait, moi je pense que dans la vie, toutes les peurs donc, que j'appelle positives, où on ne se sent pas légitime, où on a peur du regard des autres, où on a peur de certaines choses, en fait, c'est là qu'on doit aller. Je pense que dans la vie, il faut aller vers ces peurs, en fait. Parce que si on va dans ces peurs, on prend conscience, en fait, que finalement, c'est pas horrible. Et en prenant conscience que c'est pas horrible, on passe des nouveaux stades de conscience, on passe des nouveaux stades d'avancée. Et finalement, on met nos standards d'exigence, d'excellence vis-à-vis de nous-mêmes plus haut, en fait. Et voilà, et notre vie devient beaucoup plus excitante. Donc, ça, c'est la peur positive par rapport à, donc je vais en parler très vite, la peur qui serait négative. Donc, la peur qui serait négative, où là, je pense justement qu'il ne faut pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais très souvent, on le fait. C'est par exemple, j'ai pas envie d'aller à ce week-end, à ce dîner, à ce mariage, tous les événements où on n'a pas envie d'aller, mais j'ai peur que mon ami soit triste, ne m'invite plus, voilà. Donc j'y vais et je me force. Bah non. J'ai peur, enfin j'ai pas envie de faire cette mission de freelance. Et j'ai pas besoin d'argent maintenant ou vraiment dans les prochaines semaines, mais j'ai peur de manquer d'argent à terme, donc je fais cette mission. Bah non, faut pas la faire parce qu'en fait, on se prive. En fait, à chaque fois qu'on subit une peur négative et qu'on fait cette peur négative, en fait, bon, déjà, je trouve qu'on se met une entaille dans notre amour-propre parce qu'on ne fait pas ce qu'on a profondément envie de faire. Et deuxièmement, surtout, on ne se rend pas compte de toutes les opportunités à côté qu'on se prive de faire, en fait. Parce que si ça se trouve, tu vas pas aller à ce week-end et en fait, tu vas faire je sais pas quoi et tu vas rencontrer la femme de ta vie ou tu vas découvrir une nouvelle activité ou tu vas, enfin voilà. Donc, tu vas pas faire cette mission, et ben en fait, tu auras plus de temps pour faire une mission qui, si ça se trouve, à terme, te rapportera encore plus d'argent, mais surtout, elle te correspondra plus. Et j'ai l'impression que c'est vrai pour tout dans la vie, mais moi, je trouve cette notion de peur, elle est hyper intéressante, parce que moi, je me rends compte que j'ai énormément de peur, et, euh, et je sais pas, je pense que j'aurai toujours peur, et je me dis comment j'avance vers mes peurs positives, et comment j'essaie de m'affranchir de mes peurs négatives, même si c'est compliqué. Ouais. Donc, d'être bien capable aussi de distinguer les deux, quoi. Distinguer les deux, mais on le sent en fait, on le Ouais. sait quoi. Au final, mais c'est ça qui est dur parce que parfois on se dit ok, comment je développe mon intuition, mais en fait, si on s'écoute vraiment, si on écoute notre première réaction aux choses, si on écoute notre intuition, en fait, c'est comme notre corps, notre intuition, c'est Mm. tout en fait. C'est juste que après on rajoute le filtre du mental, le filtre des Ouais. peurs, et c'est là qu'on fait des choix qui sont basés sur les peurs. Mm. Et la stratégie des petits pas qui va avec, donc tu Ouais. as commencé à parler, c'est pour moi, c'est vraiment l'idée de se dire que, en fait, on ne peut pas changer. En fait, si on commence, par exemple, si, je sais pas, si je me dis, là, je sais pas, je suis consultant et je me dis, ah, ok, demain, je vais ouvrir un restaurant ou demain, je vais être comédien. En fait, juste penser comme ça, mais en fait, notre cerveau, il est pas fait, quoi. Il se met en mode survie et il se bloque, en fait, parce que c'est too much. Il y a tellement de peur, tellement de paramètres à prendre en compte pour y aller, etc., que c'est impossible. Alors que la stratégie des petits pas dont je parle, c'est OK, comment, peu à peu, enfin, comment je fais une première action pour me mettre en mouvement. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans la vie. C'est comment, en fait, la vie, ce n'est que mouvement. C'est comment je me mets en action. Donc, j'ai envie d'être comédien. Ok, bah déjà, à quel cours de théâtre ou quelle école de cinéma je peux m'inscrire.
et boum, et boum. Et c'est ça pour tout, en fait. J'ai envie sur tous les projets, en fait, on peut commencer par un petit pas. Et moi, je vois les changements qu'il y a eu dans ma vie. C'est toujours parti de petits pas. Et après, finalement, les choses évoluent. Et si ça doit croître énormément, ça croît énormément. Si ça doit s'arrêter en chemin, ça s'arrête. Ça fait donc, du coup, si je résume, c'est vraiment cette idée de s'écouter aussi. Enfin, on revient un peu à ce qu'on disait au début sur les émotions pour réussir aussi à distinguer les peurs positives des peurs négatives. Et quand on se dit, bah non, en fait, c'est plutôt une peur positive, c'est cette fameuse méthode des petits pas pour se déshabituer aussi, peut-être un petit peu au fur et à mesure de la peur. Ouais, et peut-être juste pour conclure sur ce Ouais. concept, qui moi j'ai mis du temps à le comprendre et j'ai Mm. toujours un peu du mal à l'appliquer, je crois que ça a un nom, c'est genre le karma yoga dans le Bhagavad Gita, mais en gros c'est l'action désintéressée. C'est Mhm. le fait de se dire en fait je fais une action juste portée par mon cœur Ouais. et juste en fait je le fais parce que j'ai envie de le faire et je sens que ça vibre, mais je suis pas toujours en train de penser aux 17 plans et aux 17 stratégies, aux 17 coups d'avance que j'ai derrière, quoi. Et, euh, et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, quoi. Mais à l'échelle de ma vie, toutes les fois où j'ai fait des actions où j'avais pas d'attente derrière, où c'était juste un appel du cœur, bah, c'est là, en fait, que les plus belles choses sont mises en place. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole en public, mais c'est parti. Bon, j'ai toujours bien aimé, je faisais un peu de concours, enfin, je faisais des concours d'éloquence au lycée et tout, mais je me rappelle que quand j'étais chez Mano Mano il y a 5-6 ans, j'ai repris une école de prise de parole en public. Et du coup, 2 heures par semaine, j'allais prendre des cours vraiment de prise de parole en public. Et, euh, et juste, à aucun moment, je me disais, je fais ça parce que je veux être formateur en prise de parole en public. Juste, toutes les semaines, je prenais un plaisir immense à le faire. Et peu à peu, en fait, peu à peu, les choses sont mises en place. Et puis même, on parlait de comment on met des choses en place dans son entreprise. Bah, chez Mano Mano, j'ai commencé à proposer gratuitement sur l'heure du déjeuner des cours de prise de parole en public aux gens. Boum, les gens ont beaucoup aimé. Et de fil en aiguille, les choses ont avancé. Mais je pense que c'est hyper important et c'est hyper dur, j'ai l'impression, dans notre société. Enfin, en tout cas, moi, comment je fonctionne, je pense pas que tout le monde fonctionne comme moi, évidemment, mais d'arrêter de toujours tout vouloir optimiser, en fait. Je pense que le gros problème, moi j'ai beaucoup été comme ça, c'est de se dire que tout ce qu'on veut faire, je veux être le meilleur, ou je veux en fait faire le scénario idéal d'optimisation, quoi. Mais en fait, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est quand on commence à faire quelque chose porté par son intuition sans rien attendre qu'il y a des choses qui arrivent derrière, quoi. Tu vois, c'est un peu vous créez vos conférences contre-intuitifs, bah, c'est juste un appel du cœur à la base, et peut-être que demain, bah, tu vas être conférencière ou tu vas être journaliste, ou tu vois. Mais moi, c'est ça pour moi que j'essaie de faire dans ma vie, quoi. C'est ça. Faire des choses, ouais, ça, suivre l'appel du cœur. Exactement. On va arriver au bout. Je vois qu'il y a juste une dernière question. Je propose qu'on la prenne avant de conclure, qui est donc une question qui est comment concilier cette mentalité avec la sécurité financière? Tu as un petit peu parlé de la sécurité financière. Est-ce que tu peux juste, s'il y a peut-être des petits éléments de réponse, parce que la question est assez large, mais si tu as des éléments de réponse à donner. Ouais, bah alors peut-être que je vais comme ça reposer les 4 questions qu'il y a dans mon livre en fait sur un exercice. Je vais pas tout dire en détail, mais Oui, oui. déjà la première question moi, que j'aime bien inviter à réfléchir aux gens, c'est se demander est-ce que je manque d'argent maintenant? Première question. Donc souvent quand on se dit ça, en fait, on est bien au chaud chez nous, on va manger un repas chaud ce soir et on manque pas d'argent. Et entre parenthèses, moi je réalise que enfin, autour de moi, j'ai des gens qui ont beaucoup moins d'argent que moi, enfin, moi je vois en acting et tout, c'est assez hallucinant ce qu'ils font, mais je pense que quand on a envie, on trouve aussi des solutions, quoi. Ensuite, deux, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de manquer d'argent? Donc, en fait, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, que je m'empêche de le faire parce que j'ai peur de manquer d'argent? Ensuite, trois, c'est par quoi je commence pour réaliser mon rêve. Donc, en fait, on reprend les éléments de notre liste et on se demande concrètement comment on peut en fait commencer à réaliser ses rêves, mais à notre échelle, sans que ça demande trop d'argent. Donc, par exemple, je sais pas, je veux créer ma boîte, mais je suis entrepreneur. Bah, en fait, il existe 1000 solutions. Je ne vais pas toutes les citer, mais tu peux très bien commencer ton activité en parallèle de ton travail et voir déjà si ton modèle économique il est viable. Tu peux demander une rupture conventionnelle. Enfin, si voilà, c'est ton employeur accepte. Tu peux demander à passer en 4/5e si jamais du coup tu t'en sors. Enfin, en fait,
je pense que pour plein de cas, il y a des solutions qui existent. Donc, comment je suis créatif et je vais vers cette solution. Et ensuite, la quatrième question qui est intéressante, je trouve, c'est, moi je me la pose souvent, c'est au pire, si à un moment donné, je me retrouve effectivement à manquer d'argent, qu'est-ce que je ferais? Donc, je ne sais pas, est-ce que je me garde une ressource d'argent? Est-ce que peut-être que je sais pas, ça se trouve, je suis propriétaire et je pourrais vendre mon appartement? Est-ce que je pourrais retourner vivre chez mes parents, chez un ami? Est-ce que, enfin voilà, en fait, qu'est-ce que je ferais au pire si je manque vraiment d'argent? Ou est-ce que j'arrêterais telle activité? Enfin, donc voilà, bon, après l'exercice, bon, l'exercice est beaucoup plus complet dans mon livre, mais je pense Donne que déjà déjà, des c'est des bonnes pistes, questions ouais. qui sont intéressantes. Ouais. Après, il y a Ok. beaucoup de ressources aussi en ligne qui existent Mm. sur la peur du manque d'argent, parce que, en gros, c'est quand même une des peurs les plus répandues quand on veut mettre en place une démarche de changement. Et ça touche beaucoup à des peurs irrationnelles. Donc, je parlais au début de thérapeute. Si vraiment c'est un truc qui est trop, trop, trop ancré, c'est intéressant de peut-être d'être accompagné, par exemple, par un kinésiologue ou comme ça. Parce que souvent, en fait, derrière la peur du manque d'argent, c'est pas la peur du manque d'argent qu'on a. C'est la peur de ne pas réussir. Donc, en fait, souvent, il y a un manque de confiance en soi parce qu'on se dit qu'on n'aura pas la capacité de. Donc, en fait, c'est intéressant de creuser qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la manque d'argent, derrière la peur du manque d'argent, en fait. Ça veut Mm. dire quoi, la peur du manque d'argent? Ouais. Parce Donc, c'est un que tout. Oui, Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y, pardon. je conclue. Non, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que il y a des gens qui, toute leur vie, auront beaucoup d'argent et auront toujours peur d'en manquer. Ça, c'est un fait. Et il y a des gens qui ont très peu d'argent, mais qui n'ont pas du tout peur d'en manquer. Donc, déjà, ça, c'est intéressant de se rendre compte de ça et de se dire, en fait, pourquoi j'ai peur de manquer d'argent et qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça, quoi. C'est un très bon, en tout cas, je pense que c'est un très bon exemple sur lequel finir, justement, en termes de peur irrationnelle et de besoin de creuser et de se poser un peu les bonnes questions pour pouvoir avancer aussi sereinement. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, merci beaucoup Aubry hein, de nous avoir partagé ton expérience et puis bah, tous ces outils que tu as pu citer et que toi tu as mis vraiment en œuvre pendant plusieurs années, hein, pendant bah, finalement presque 6 ans, et qui aujourd'hui bah, te permettent d'oser vivre justement cette vie dont tu rêvais. J'espère en tout cas que le témoignage que tu nous as donné ce soir, ça aura fait écho chez nos participants. J'ai l'impression quand je vois les commentaires, notamment dans le chat, ces participants bah, qui se sentent, j'espère en tout cas, plus armés pour être davantage alignés dans leur vie. Je rappelle donc du coup que tous les exercices dont tu nous as parlé ce soir, donc, ils sont détaillés dans ton livre. Déchaînez-vous les clés pour s'aligner avec sa mission de vie. Tu l'as dit donc aux éditions Erol et j'ai vu que le lien avait été mis dans le chat avec tous les endroits où on peut se le procurer. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, et beaucoup de remerciements. Donc, merci beaucoup, Aubry. Donc, on arrive à la fin de l'heure. Bah, encore une fois, merci à toi et puis bah, merci à toute l'équipe Contre-Intuitif. Merci à vous tous, les participants, de nous avoir rejoints donc en ce 1er mai. La semaine prochaine, vous retrouverez à la fois sur le site internet et dans votre boîte mail toutes nos sources, toutes les références pour aller plus loin sur le sujet. Bien sûr, vous retrouverez aussi le livre d'Aubry. Vous aurez aussi un petit questionnaire justement pour Aubry, vous allez pouvoir donner votre sentiment sur cette conférence. Et on vous donne rendez-vous donc pour les prochaines conférences. Vous pouvez déjà noter les dates. Le 29 mai, donc à la fin du mois, on aura Mathilde et Thomas qui vont nous partager leur expérience d'expatriés aux États-Unis, au-delà des clichés. Le 12 juin, Marie qui va nous raconter comment est-ce qu'elle rend le tourisme accessible aux personnes en situation de handicap. Et le 9 juillet, il y aura Anne qui en a parlé d'ailleurs dans le chat, qui nous en apprendra un peu plus sur les méthodes d'éducation bienveillante et en particulier la pédagogie Montessori. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui feront écho à ce que tu nous as dit. Donc on espère vous y retrouver très nombreux. Donc, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Au revoir tout le monde. Yes. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup Marine et Anaïs pour l'invitation.